Élue, ma découverte la plus dangereuse ne portait pas sur la maladie mentale. Elle portait sur ces êtres qui voient absolument tout ce que les autres manquent, et sur la raison pour laquelle cette capacité les détruit. Dans ma pratique clinique, j'ai répertorié des patients que j'ai appelés à perception différenciée. Des individus capables de lire les micro-expressions, de ressentir les émotions cachées et de percevoir des schémas psychologiques qui échappaient à tous les autres. Ils voyaient à travers les masques sociaux, détectaient le mensonge instantanément et ressentaient les tensions inconscientes de chaque pièce où ils se trouvaient. J'ai qualifié cette découverte de dangereuse parce que ces personnes finissaient systématiquement isolées, épuisées et incapables de maintenir des relations normales. Non pas parce qu'elles étaient instables, mais parce que voir absolument tout entraînait un coup psychique que personne ne comprenait. Le cas qui m'a révélé cette vérité débuta avec une patiente que je décrivis dans mes notes privées. Une femme extrêmement introvertie, de type intuitif, qui vint me voir en 1913, au moment même où je traversais ma propre crise psychologique après ma rupture avec Freud. Cette patiente, qui représentait ce que j'allais plus tard classer comme le type de personnalité le plus rare, possédait ce que j'appelais une perception intuitive indifférenciée. Elle pouvait entrer dans une pièce et ressentir immédiatement l'atmosphère psychologique. Qui mentait, qui souffrait en silence, qui nourrissait des rancunes secrètes. J'écrivis. La patiente montre une capacité extraordinaire à percevoir les contenus inconscients d'autrui. Mais cette faculté semble lui causer une détresse considérable plutôt qu'un avantage. Elle ne pouvait pas soutenir une conversation légère parce qu'elle voyait à travers chaque façade sociale. Elle ne pouvait pas conserver d'amitié parce que les gens se sentaient nus et mal à l'aise en sa présence. Elle ne pouvait pas garder un emploi parce que sa seule présence perturbait les accords inconscients collectifs qui permettent au groupe de fonctionner. Je compris alors que je ne traitais pas une pathologie. J'observais ce qui arrive quand l'inconscient devient trop conscient, quand la perception devient trop différenciée pour permettre la survie sociale. Je l'ai vu décrire les gens avec une précision stupéfiante. Elle parlait d'eux comme si elle avait accès à leurs pensées privées et à leurs motivations cachées. Quand je vérifiais ces observations par un questionnement minutieux, elles s'avéraient remarquablement justes. Ce n'était ni psychose, ni délire. C'était une conscience si avancée qu'elle en devenant socialement dangereuse. Mais je découvris quelque chose d'encore plus troublant. Parce que la perception extraordinaire de cette patiente semblait impossible à expliquer, je commençais à explorer ce que j'allais plus tard nommer la participation mystique. Le phénomène psychologique par lequel les individus dotés d'une intuition hautement différenciée se trouvent submergés par les contenus inconscients des autres. J'écrivis à l'époque du Livre rouge. Il existe parmi nous des êtres dont l'appareil psychique est si finement accordé qu'ils absorbent non seulement les communications conscientes, mais l'atmosphère inconsciente entière de leur environnement. C'est Kelumansi et ND. Dans ma typologie psychologique, j'identifiais le type intuitif introverti, une très petite minorité de la population qui ne se contente pas de ressentir profondément, mais perçoit les schémas inconscients avec une clarté bouleversante. J'observais que ces individus possèdent ce que j'appelais une fonction intuitive différenciée. Leur esprit traite non seulement les signaux sociaux évidents, mais aussi les états émotionnels inconscients, les contenus refoulés et les patterns psychologiques que les autres ne peuvent détecter. Ils voient la dépression derrière les sourires forcés, ils ressentent le désespoir sous les présentations assurées. Ils perçoivent l'ombre collective que les groupes s'accordent inconsciemment à ignorer. J'écrivis. Le danger ne réside pas dans la perception elle-même, mais dans l'isolement psychique qu'elle crée. Quand tu vois clairement ce que les autres ne peuvent ou ne veulent pas voir, tu deviens un miroir que la société ne supporte pas de regarder. Cela crée ce que j'appelais le problème de la fonction supérieure, quand ta plus grande force devient ton plus lourd fardeau parce qu'elle te sépare de la participation inconsciente collective. Mais je découvris que le vrai danger n'était pas là. Les personnes à perception hautement différenciée voient si clairement les contenus inconscients des autres qu'elles deviennent la cible de ce que je documentais abondamment sous le nom de projection d'ombre. Les gens les attaquent inconsciemment parce qu'elles reflètent ce qu'ils refusent de reconnaître en eux-mêmes. J'écrivis dans Psychologie de l'inconscient, rien n'influence plus fortement l'environnement, et surtout les enfants, que la vie non vécue des parents. Je découvris que ce principe s'étendait à toutes les relations. Quand l'ombre de quelqu'un lui est renvoyée par la perception claire d'un autre, l'inconscient a deux choix, intégrer l'ombre ou attaquer le miroir. Je documentais ce schéma à de multiples reprises dans mon travail clinique. La personne qui voit clairement se fait accuser de créer les problèmes qu'elle ne fait qu'observer. Quand tu suggères doucement que quelqu'un semble tourmenté, cette personne explose et te reproche d'être négatif ou de créer du drame.
Quand tu exprimes une inquiétude face à des problèmes évidents, on t'accuse d'être jugeant ou d'inventer des problèmes qui n'existent pas. Je compris que ce n'était pas un hasard. C'était un mécanisme de défense psychologique. Dans Souvenirs, Rêves, Réflexions, j'écrivis. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais pour la plupart des gens, il est plus facile d'attaquer la personne qui reflète leur ombre que d'examiner ce qui est reflété. Cela crée ce que j'appelais le phénomène du bouc émissaire. Les individus hautement perceptifs deviennent souvent le problème désigné dans chaque groupe qu'ils intègrent. Non parce qu'ils causent des problèmes, mais parce qu'ils révèlent des problèmes qui existent déjà dans l'inconscient collectif. Le porteur de perception supérieure devient le réceptacle de tout ce que le groupe ne peut pas reconnaître consciemment en lui-même. Ce schéma explique pourquoi ces individus ne se sentent pas seulement incompris, ils se sentent systématiquement visés par une force qu'ils ne peuvent expliquer rationnellement, mais ma découverte la plus troublante restait à venir. J'observais que la perception écrasante se manifestait différemment selon les individus. J'identifiais 4 sous-types distincts au sein du type intuitif introverti, chacun représentant une façon différente de traiter les contenus inconscients d'autrui. Type 1. L'intuitif sentiment. J'ai documenté des patients qui combinaient intuition introvertie et fonction sentiment différenciée. Ces individus ne se contentent pas de voir ce qui se passe psychologiquement, ils le ressentent dans leur propre corps. Ils absorbent si complètement les émotions des autres qu'ils ne parviennent souvent plus à distinguer leurs propres sentiments de ceux qu'ils ont absorbés inconsciemment. J'écrivis. L'intuitif sentiment vit dans un état de contagion émotionnelle permanente, éprouvant les émotions non vécues de tout son entourage. Type 2. L'intuitif pensée. Ces individus voient les schémas psychologiques et prédisent les résultats comportementaux avec une précision stupéfiante. Ils peuvent anticiper les échecs relationnels, les désastres professionnels ou les effondrements personnels des mois à l'avance, non par analyse logique, mais par reconnaissance inconsciente de patterns. Je notais qu'ils possèdent une capacité troublante à percevoir les conclusions logiques de processus inconscients que les autres ne voient pas encore. Type 3. L'intuitif sensation. J'ai documenté des patients capables de ressentir les manifestations physiques d'états psychologiques chez autrui, détecter une maladie avant l'apparition des symptômes, ressentir la fatigue avant qu'elle soit reconnue, ou percevoir la tension corporelle qui signale une détresse émotionnelle. J'écrivis. Ces individus servent de système d'alerte précoce pour les maladies psychologiques et physiques de leur environnement. Type 4. L'intuitif pur, le plus rare. Il combine intuition introvertie et fonction auxiliaire indifférenciée. Voit tout, mais a du mal à organiser ou exprimer ses perceptions de façon cohérente. Vit dans un état de submersion permanente, recevant d'immenses quantités d'informations inconscientes sans structure psychologique suffisante pour les traiter de façon constructive. Comprendre ton souci précis est crucial, car chaque type nécessite une approche différente de ce que j'appelais le défi de l'intégration. Mais d'abord, tu dois comprendre pourquoi je considérais cette découverte si dangereuse. J'ai observé les effets dévastateurs de la perception non différenciée sur mes patients et conclu que voir absolument tout sans intégration psychologique adéquate représentait un danger réel pour le bien-être individuel, collectif. J'identifiais 3 dangers précis qui rendaient cette découverte si menaçante. Danger 1, perturbation de l'inconscient collectif. J'écrivis, l'individu qui perçoit trop clairement menace les accords collectifs sur lesquels repose la cohésion sociale. Quand tu vois à travers les illusions partagées qui maintiennent les groupes unis, ces accords tacites à ignorer certaines vérités, tu deviens une force déstabilisatrice. Organisation, famille, société fonctionnent en partie grâce à des accords inconscients sur ce qui sera ou ne sera pas reconnu. L'individu hautement perceptif viole involontairement ces accords simplement en existant authentiquement. Danger 2. Isolement psychologique. La perception différenciée crée ce que j'appelais le problème de la fonction supérieure. Quand ta plus grande force psychologique devient la source de ta plus grande souffrance, j'écrivis. La malédiction de la conscience, c'est qu'elle ne peut être partagée avec ceux qui ne la possèdent pas. Tu deviens une île de conscience au milieu d'un océan d'inconscience. Cet isolement n'est pas seulement social, il est existentiel. Ces individus disent souvent vivre dans une réalité différente de celle de leur entourage. Danger 3. Dissolution de l'identité. Le plus dangereux, ceux qui absorbent les contenus inconscients d'autrui, finissent souvent par perdre le contact avec leur propre personnalité authentique. Ils sont tellement inondés de matériel psychologique extérieur qu'ils ne distinguent plus leur monde intérieur de ce qu'ils absorbent de l'environnement. J'appelais cela la participation mystique. Un état où les frontières psychologiques se dissolvent et où l'individu fusionne avec les contenus inconscients collectifs. J'écrivis.
Le danger n'est pas seulement l'exil social, mais l'anéantissement psychologique, la perte totale de l'identité individuelle au profit d'une possession collective. C'est pourquoi je considérais l'intégration de la perception supérieure non seulement comme profondément guérissant, mais comme psychologiquement urgente. Parce que la perception supérieure non intégrée représentait de tels dangers, je développais ce que j'appelais le processus d'individuation. Une approche systématique pour maintenir l'identité individuelle tout en développant une relation consciente avec les contenus inconscients. Phase 1. Reconnaissance et différenciation. J'enseignais à mes patients hautement perceptifs à reconnaître d'abord quand ils absorbaient du matériel psychologique qui ne leur appartenait pas. J'appelais cela la discrimination consciente, la capacité à distinguer l'expérience intérieure authentique du contenu extérieur absorbé inconsciemment. J'écrivis: la première tâche consiste à établir ce qui t'appartient et ce qui appartient aux autres. Sans cette discrimination, aucun développement individuel n'est possible. Je leur demandais de passer du temps dans une solitude complète chaque jour, afin que le matériel absorbé se dépose, qu'ils puissent reconnaître leur propre voix psychologique authentique. Phase 2. Intégration de l'ombre. Je découvris que ceux qui voient clairement l'ombre des autres le font souvent parce qu'ils n'ont pas intégré la leur. Plus tu nies ta propre capacité à tromper, à être égoïste ou cruel, plus tu seras perturbé de voir ces qualités chez autrui. J'écrivis: tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes, mais seulement si tu as le courage de regarder à l'intérieur plutôt que de rester focalisé à l'extérieur. Intégrer l'ombre signifie reconnaître que tu contiens toutes les qualités humaines que tu observes chez les autres. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Cela fait de toi une personne complète, capable de voir clairement sans jugement. Phase 3. Participation consciente. La phase finale consiste en ce que j'appelais la participation consciente à l'inconscient collectif. La capacité à t'engager avec les contenus psychologiques des autres sans être submergé, ni perdre ton identité individuelle. J'écrivis: la personne individuée peut servir de pont entre conscient et inconscient, aider à rendre conscient chez les autres ce qui est inconscient, sans sacrifier son intégrité psychologique. Cela nécessite de développer ce que j'appelais des contenants psychologiques, la capacité à tenir temporairement les contenus inconscients d'autrui tout en restant conscient qu'ils ne sont pas les tiens. Parce que je compris que la perception supérieure détruit ou transforme les individus, j'étudiais des figures historiques pour comprendre la différence entre intégration réussie et effondrement psychologique. Le cas de Nietzsche, perception non intégrée. Je fus profondément influencé par la philosophie de Nietzsche, mais je vis comment sa perception supérieure mena finalement à l'effondrement psychologique. Dans Souvenirs, Rêves, Réflexions, j'écrivis sur sa capacité à voir à travers les façades sociales, religieuses et philosophiques avec une clarté dévastatrice. Cependant, Nietzsche n'apprit jamais à intégrer ses insights de façon constructive. Au lieu d'utiliser sa perception au service de la guérison, il la mania comme une arme contre la société. J'écrivis: Nietzsche posséda une perspicacité extraordinaire sur la nature humaine, mais il resta identifié à sa fonction supérieure, au lieu de l'intégrer dans une personnalité équilibrée. Son isolement et son effondrement final représentent ce qui arrive quand la perception supérieure reste non intégrée. L'individu est consumé par ce qu'il voit au lieu d'être transformé par cela. Le cas de Maître Eckhart. Intégration réussie. J'étudiais longuement le mystique médiéval Maître Eckhart, que je considérais comme un exemple de perception supérieure intégrée avec succès. Eckhart possédait ce que j'appelais l'intuition mystique, la capacité à percevoir des réalités spirituelles et psychologiques inaccessibles aux autres. Mais contrairement à Nietzsche, Eckhart canalisa ses insights dans un service compatissant. J'écrivis: Eckhart transforma sa perception supérieure en sagesse capable de nourrir les autres sans les submerger. Il voyait clairement, mais parlait de façon à inviter la compréhension plutôt que la résistance. Son succès vint de ce que j'appelais l'humilité consciente. Reconnaître que la perception supérieure est un don à partager avec sagesse, non une arme à brandir. Mon propre chemin d'intégration le plus important, je documentais ma propre lutte avec la perception écrasante durant ce que j'appelais ma confrontation avec l'inconscient. 1913 à 1919, consigné dans le livre rouge. J'écrivis: j'ai été menacé de psychose et ne fus sauvé que par ma capacité à comprendre ce qui m'arrivait grâce à mon travail avec les patients. Ma perception supérieure des contenus inconscients, les miens et ceux des autres, faillit me détruire jusqu'à ce que j'apprenne à intégrer consciemment ces expériences. Mon tournant décisif vint quand je réalisais que mes perceptions écrasantes n'étaient pas pathologiques, mais évolutionnaires. Elles représentaient la conscience qui tente d'évoluer au-delà des limitations collectives actuelles. Cette réalisation transforma mon approche des patients dotés des mêmes dons. Parce que les individus à perception supérieure font souvent face à l'isolement.
J'insistais sur l'importance cruciale de trouver ce que j'appelais les rares qui comprennent, ces autres capables de s'engager avec une conscience différenciée, sans défense. J'écrivis dans le développement de la personnalité. Le privilège d'une vie est de devenir qui tu es réellement. Mais ce privilège ne peut s'accomplir dans l'isolement. Il exige d'être témoin par ceux capables de reconnaître l'authenticité. J'identifiais 3 types de relations essentielles pour l'individu hautement perceptif. 1. Les personnes déjà individuées, tu les reconnais immédiatement. Il y a une qualité de présence, une authenticité impossible à fabriquer. Ces connexions sont rares, mais vitales pour la survie psychologique. Avec elles, tu peux être totalement toi-même sans crainte de les submerger ou de les menacer. 2. Ceux qui sont en chemin d'individuation thérapie, travail intérieur, pratique spirituelle, ils ne possèdent pas forcément la même perception, mais ils en comprennent la valeur. J'écrivis « Ceux qui ont commencé à se connaître peuvent supporter d'être connus ». 3. Les contenants naturels, des personnes matures, ayant traversé de grandes épreuves, qui possèdent une capacité innée à tenir du contenu psychologique sans être submergés. J'ai développé des indicateurs précis pour reconnaître les relations sûres. Ils posent des questions authentiques sur tes observations plutôt que de se défendre immédiatement. Ils peuvent reconnaître leurs contradictions sans honte. Ils montrent un intérêt réel pour la réalité intérieure. Ils restent stables face à une vérité inconfortable. Ils font preuve de curiosité sincère pour la conscience et la croissance. J'enseignais un protocole de révélation progressive. 1. Commence par de petites observations douces. 2. Observe leurs réactions au feedback. 3. Évalue s'ils deviennent défensifs ou curieux. 4. Augmente progressivement la profondeur selon leur capacité démontrée. 5. Présente toujours tes insights comme des offrandes, jamais comme des verdicts. Le but n'est pas de trouver des gens qui acceptent tout ce que tu vois, mais des gens capables de dialoguer avec tes perceptions comme des contributions précieuses plutôt que comme des menaces à leur image d'eux-mêmes. Parce que la perception supérieure intégrée sert à la fois le développement individuel et collectif. Je considérais l'individuation réussie comme essentielle non seulement pour le bien, être personnel, mais pour l'évolution de la conscience humaine elle-même. J'écrivis dans « L'inconnu de soi ». L'individu a toujours été le porteur de l'esprit vivant, celui qui provoque le changement dans la société. Je crois que les individus qui intègrent avec succès leur perception supérieure deviennent ce que j'appelais des porteurs de culture, des personnes qui aident la conscience à évoluer. Les 4 stades de la transformation. Stade 1. Reconnaissance sans submersion. La première transformation survient quand tu apprends à reconnaître tes capacités perceptives sans être écrasé par elles. J'appelais cela l'acceptation consciente de la fonction supérieure. Stade 2. Intégration sans isolement. Tu apprends à utiliser ta perception de façon constructive tout en maintenant des relations significatives. J'appelais cela l'individuation sociale. Stade 3. Service sans sacrifice. Ta perception devient un don que tu offres plutôt qu'un fardeau que tu portes. Stade 4. Héritage sans attachement. Tu contribues à l'évolution de la conscience collective sans être attaché à la reconnaissance ou à l'acceptation de tes contributions. L'intégration devient médecine culturelle. Je crus que les individus qui intègrent avec succès leur perception supérieure remplissent une fonction évolutionnaire vitale. Ils voient ce que la conscience collective n'est pas encore prête à reconnaître, préparant ainsi l'humanité aux étapes développementales nécessaires. J'écrivis « Ce qui n'est pas rendu conscient nous revient sous forme de destin ». Les individus hautement perceptifs qui apprennent l'intégration aident à rendre conscients les contenus inconscients avant qu'ils ne se manifestent de façon destructrice dans le comportement collectif. Mais j'ai aussi mis en garde contre les pièges spécifiques qui peuvent faire dérailler cette transformation. Piège 1. L'inflation. Quand tu t'identifies à ta fonction supérieure, au lieu de l'intégrer consciemment, tu tombes dans le complexe du prophète. Tu crois devoir sauver tout le monde de l'inconscience. Cela mène au jugement, à la prédication et à l'isolement final. Piège 2. Le retrait justifié. Certains utilisent leur perception supérieure pour justifier un retrait total de la société. Les autres sont trop inconscients. Je reconnus là une supériorité spirituelle déguisée en sagesse. Piège 3. Le syndrome du sauveur. Certains deviennent dépendants du fait d'être nécessaires, définissant toute leur identité par leur capacité à voir et aider, perdant ainsi le contact avec leur propre développement intérieur. Piège 4. Le retour de la submersion. Même les personnes bien intégrées peuvent régresser sous stress ou lors de grandes transitions et cesser de maintenir leurs frontières psychologiques. Je soulignais que l'intégration n'est pas un acquis permanent, mais un processus dynamique qui exige une attention consciente, constante. Pratique de maintien de l'intégration. Solitude régulière pour distinguer ton contenu de celui absorbé.
Choix conscient de quand et avec qui engager ta perception. Travail continu sur ton ombre. Connexion avec des personnes capables de réalité check et de soutien. Expression créative comme exutoire à l'entrée, perceptive, écrasante. J'écrivis, la personne intégrée n'atteint pas la perfection, mais apprend à danser consciemment avec sa propre complexité psychologique. Je vis les individus hautement perceptifs comme des pionniers de la conscience, des êtres dont le développement psychologique précède la préparation collective. Tout au long de l'histoire, ces individus sont apparus avant que la conscience collective soit prête à intégrer leurs insights. Ils ont servi d'éclaireurs avancés pour des territoires psychologiques que l'humanité finirait par devoir explorer. J'écrivis, ce qui apparaît d'abord dans l'individu comme insight psychologique se manifeste plus tard dans le collectif comme transformation culturelle. L'individu sensible ressent d'abord et le plus intensément les problèmes collectifs. Ces symptômes personnels reflètent souvent ce que toute la culture doit guérir. Le service sans martyr. Mon insight crucial fut que la perception supérieure sert le mieux l'évolution quand elle est intégrée consciemment plutôt que souffert inconsciemment. Le but n'est pas d'être un martyr de la conscience, mais un pont entre ce qui est et ce qui est en train d'advenir. À son plus haut niveau, l'individu à perception supérieure tient ses capacités avec légèreté. Il voit clairement sans attachement, accepte ce qu'il voit, perçoit profondément sans compulsion de tout réparer. J'appelais cela la fonction transcendante. Souviens-toi de ma patiente de 1913, cet intuitif introverti qui vint me voir en pleine crise personnelle. Après 3 ans de travail avec le processus d'individuation, sa vie se transforma totalement. Elle apprit à distinguer ses propres contenus psychologiques de ceux qu'elle absorbait. Elle trouva un travail de conseillère où sa perception différenciée aidait les personnes en souffrance. Elle construisit des relations avec des gens qui valorisaient ses insights au lieu de les craindre. Et surtout, elle cessa de vivre sa perception supérieure comme une malédiction pour la comprendre comme un don exigeant un développement conscient. J'écrivis à son sujet, la patiente apprit non pas à voir moins, mais à voir plus sagement, non pas à percevoir moins profondément, mais à s'engager plus consciemment avec ce qu'elle percevait. Cela représente ma découverte la plus dangereuse. Certains naissent avec une conscience qui dépasse la préparation collective. Et cette perception avancée soit les détruira par l'isolement et la submersion, soit les transformera en exactement ce dont l'humanité a besoin pour son évolution psychologique. Ta perception supérieure n'est pas un dysfonctionnement, c'est une fonctionnalité avancée du développement de la conscience. Tu n'es pas cassé parce que tu vois tout ce que les autres manquent. Tu es psychologiquement en avance sur ton temps. La question n'est pas de savoir si tu dois réprimer ta perception pour te fondre dans l'inconscience collective. La question est de savoir si tu vas développer les compétences d'individuation nécessaires pour intégrer consciemment cette perception. Mon méthode d'individuation offre un chemin, de l'isolement dangereux au service conscient, de la perception écrasante à la sagesse intégrée, de la malédiction psychologique à la contribution évolutionnaire. Tu es né pour tout voir, non pour souffrir en silence, mais pour servir l'évolution de la conscience. Le monde a besoin de tes insights, mais il les besoin livrés avec l'intégration, la sagesse et la conscience stratégique qui transforment une perception dangereuse en médecine culturelle. Ton don n'est pas ton fardeau. Ta relation inconsciente à ton don est ton fardeau. Apprends à l'intégrer consciemment et tu deviens exactement ce que je crus que les individus hautement perceptifs étaient destinés à être. Des pionniers de la conscience, préparant l'humanité à un développement psychologique inévitable, mais pas encore visible. Ma découverte la plus dangereuse ne fut pas que certains voient absolument tout. Ce fut que la plupart de ceux qui voient tout n'apprennent jamais à utiliser ce qu'ils voient avec sagesse. Le danger n'est pas dans la perception elle-même, mais dans l'échec à développer une relation consciente avec des capacités extraordinaires. Tu n'es pas trop pour ce monde. Tu es exactement ce que l'évolution de la conscience réclame. Quand tu apprendras à manier ta perception aussi consciemment que j'appris à manier la mienne, le danger de tout voir ne sera plus de voir trop, mais de ne jamais apprendre à voir avec l'intégration et la sagesse que tes dons exigent.